Thank you. First of all, I met yesterday one of your colleagues mentioning that it was very good not to hear only English. So I will take the opportunity to speak my native language, French, as there is a French translation which is provided. Effectivement, la question qui a été débattue, où 200 des décideurs politiques et économiques se sont rassemblés pendant un peu plus de 2 jours pour discuter de comment produire plus, produire de façon plus compétitive et être plus durable, être plus respectueux de l'environnement. D'aucuns pensent que c'est une quadrature du cercle, que c'est une équation qu'on ne peut pas résoudre, et d'autres sont prêts à prendre le pari de se projeter dans l'avenir. Et c'est au sein de Farm Europe le pari qu'on a pris il y a maintenant quelques temps déjà, avec Gaïa comme membre actif au niveau européen pour justement avancer en la matière. Et il me semble, enfin, je voulais saluer cet élément. Alors, produire plus avec moins, peut-être déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et produire plus efficace aussi? Précisément. Produire peut-être plus efficace, parce que quand on vous dit produire plus avec moins, les personnes entendent on va mettre moins d'intrants. Et puis les politiques, ou en tout cas certains, et des ONG sans aucun doute certaines aussi, sont prêtes à vous dire mais dans ce cas, autant de produire pratiquement sans intrants. Est-ce que c'est l'objectif? Non. L'objectif, c'est de produire avec juste ce qu'il faut d'intrants. Et quelque part, l'idée, c'est s'approcher du zéro résidu. Ce n'est pas produire systématiquement en baissant arbitrairement ce que vous avez besoin pour produire dans les fermes. Sinon, on a un exemple parfait d'il y a quelques années au Danemark. Il y a quelques années, donc il y a 15 ans, c'est le fait d'avoir des cheveux blancs, ça permet d'avoir un peu de mémoire. Il y a eu une décision arbitraire qui a été, au niveau de l'État, qui a été prise de dire on ne peut pas, vous ne pouvez plus, agriculteurs, mettre plus de 90 unités d'azote par hectare. Quelle que soit la production que vous faites. Conclusion, la qualité du blé de ce pays a chuté dramatiquement, ils sont sortis des marchés. Ce n'est pas l'objectif. Donc gagner plus aussi, utiliser l'optimum des intrants et gagner plus, gagner en profitabilité. Parce que finalement, est-ce qu'on peut se satisfaire que depuis 10 ans, la profitabilité du capital de l'agriculture européenne, elle est négative? Est-ce qu'on peut accepter que depuis 15 ans, on maintient une profitabilité, une compétitivité globale au niveau européen en agriculture uniquement parce qu'il y a des gens qui partent du secteur, parce qu'il y a moins d'agriculteurs? Donc on a déjà ces deux équations. Effectivement, optimiser les intrants, les inputs, augmenter la compétitivité et augmenter la valeur ajoutée qui reste dans la filière. Et puis, on a d'autres défis, parce que le moins, il n'est pas que le moins d'intrants, malheureusement. Il est aussi, quelque part, un marché européen qui va diminuer. La consommation est stable, n'empêche qu'on va passer de 28 États membres à 27. Le Brexit, il est là, et même si on se dit que c'est un soft Brexit, qu'on arrive à négocier correctement entre Union européenne et Royaume-Uni, le marché britannique, il sera beaucoup plus ouvert, beaucoup plus compétitif demain qu'aujourd'hui. Donc ce sera plus dur demain de vendre sur le marché britannique parce qu'il sera ouvert sans droit ou avec très peu de droits à des productions qui viendront de partout dans le monde. Et je crois qu'on a eu un exemple qui a été évoqué hier et qui a été discuté
au forum dont vous parliez, au Global Food Forum, il y a 10 jours, qui est l'exemple de la coopérative grecque qui vend du raisin sur le marché britannique et où c'est son principal marché. Demain, comment on fait pour maintenir ce marché avec plus de concurrence? Et là, il y a un double effet. Il y a un effet coût, le prix, et puis un effet qualité. Comment on peut montrer le travail qui est fait par les agriculteurs, la qualité, et en l'occurrence, l'image de la Grèce et la qualité grecque du produit. Et là, il y a un suivi. Ce n'est pas le tout de dire aux agriculteurs, aux consommateurs, pardon, je vous promets, il faut pouvoir leur démontrer. Et donc, avoir des données pour le démontrer. Et puis, dans les moins d'intrants, un marché communautaire qui va évoluer du fait de la sortie du Royaume-Uni, qui va être plus compétitif, plus concurrentiel. Et puis aussi une interrogation dans les moins, qu'en sera-t-il à partir de 2020 du budget de la PAC, du budget de la politique européenne agricole? Parce que qu'on le veuille ou non, le Royaume-Uni, pour l'agriculture, pour la PAC, sa sortie, ça crée un trou de 3 milliards d'euros par an. Ces 3 milliards d'euros, est-ce que les autres États membres, les gouvernements des 27 autres États membres sont prêts à financer cet écart? Ce n'est pas du tout évident, d'autant plus que certains ministres des Finances aimeraient bien que l'agriculture non seulement contribue à ces 3 milliards, mais paye un peu plus d'ailleurs. Et quand je lis la dernière communication de la Commission sur ce qu'elle propose, sa vision pour le budget après 2020 de l'Union européenne, j'ai des interrogations que je partage avec vous. Elle nous mentionne des nouveaux défis, la défense, la sécurité des frontières. Elle nous mentionne le coût pour l'agriculture du Brexit, 3 milliards, le coût total pour l'Union européenne du Brexit, c'est 10 milliards. Et elle propose que les États membres couvrent 50% du coût de la sortie du Brexit. Moi, quand je prends ma calculatrice, il me manque 18 milliards par an. Où est-ce qu'on les trouve, ces 18 milliards par an? Est-ce qu'on les trouve dans les grandes politiques européennes aujourd'hui? Est-ce que certains ont idée de les trouver dans la PAC, en oubliant que la PAC, c'est une politique d'investissement et qu'on ne peut pas piocher comme ça dans un secteur économique et en disant par ailleurs, ne vous en faites pas, on vous fait confiance. Il faut être responsable. Et puis, je voudrais aussi alerter sur un point, c'est qu'il me semble, sur le côté financier du départ du Royaume-Uni, il faut refuser certaines approches cyniques. Et dans les approches cyniques de certains politiques, il y a le fait de vous dire à vous, agriculteurs, ne vous en faites pas, on va réduire le budget PAC, éventuellement de 3, de 5, de 10 milliards, mais on va demander aux États membres de cofinancer. Et donc, de compenser la baisse de ce que l'Union européenne ne vous donnerait pas. Est-ce qu'on peut décemment penser que le cofinancement des aides, ça fait une politique européenne, une vraie politique commune, ou bien de la renationalisation? Est-ce qu'on peut demander à des États membres aujourd'hui, tout en disant que l'Europe reste solidaire, d'assurer le cofinancement d'une politique européenne qui se veut commune, qui se veut être un investissement global pour le bien de l'Europe? Je trouve que c'est irresponsable. Donc ça, c'était effectivement les moins. Alors vous allez me dire, vous n'êtes pas très positif, très enthousiaste dans mes propos. Alors, à côté, il n'y a pas que des moins. Il y a une vraie demande au niveau du marché européen pour des produits de qualité, pour toutes les gammes de produits. Et les produits de qualité, ce n'est pas que des produits à haute valeur ajoutée, c'est des produits de tout, à haute valeur ajoutée, à valeur ajoutée intermédiaire, mais aussi des produits de base, et il en faut pour tous. Et je ne pense pas qu'on puisse
définir une politique européenne, en l'occurrence agricole, agroalimentaire, en raisonnant uniquement pour les consommateurs qui ont les 5 à 10% de consommateurs qui ont les revenus les plus élevés. Alors, de temps en temps, je me pose des questions sur comment certains réfléchissent l'avenir de l'Europe. Donc, il y a un marché en Europe. Clairement, il faut le renforcer, il faut asseoir et garder ses parts de marché et augmenter la relation avec le consommateur. Il y a un marché mondial qui se développe et on a des vraies opportunités en la matière à prendre parce que l'image des produits européens, l'image des produits grecs est réelle. Il faut continuer à la travailler et ce marché, il est en croissance. Alors non seulement c'est des opportunités, moi je dirais qu'on a un devoir en tant qu'Union européenne à assurer de continuer à vendre sur le marché. On ne va pas nourrir le monde tout seul, on est d'accord, mais n'empêche que si l'Europe demain décidait de ne plus vendre sur le marché mondial, je vous laisse imaginer le bazar que ça mettrait en termes de fluctuation des prix, en termes de volatilité, en termes de déstabilisation des marchés. On a une responsabilité morale à accompagner la croissance du marché mondial en plus d'un intérêt commercial. Donc, les opportunités, elles sont là. Maintenant, comment on fait en sorte pour que ça marche? Et notamment au niveau européen, où on a quand même un outil merveilleux. On a une politique agricole commune depuis 60 ans qui fonctionne, même si certains peuvent dire « Oh là, chez moi, je pense que l'administration, c'est une horreur. D'un point de vue administratif, c'est trop lourd. » N'empêche que quand on regarde les chiffres, et quelque part, ils ne mentent pas, ça a fait un développement économique majeur. Et je pense que ça, il faut la conserver. Et il faut la conserver en s'interrogeant sur certains points. Est-ce que cette politique agricole commune européenne que l'on veut pour demain, elle est faite pour qui? Pour les États membres ou pour les agriculteurs? Et les interrogations que ce matin, Tassos Agniotis, au titre de la Commission, vous a présentées, sont des points importants. Il faut choisir. Et notamment quand on parle des aides directes et des conditions liées aux aides directes, est-ce qu'on dit aux États membres écoutez, faites ce que vous voulez, décidez globalement des conditions d'accès aux aides directes, ou bien est-ce que la PAC est claire et elle dit clairement ce qu'elle est l'attente des agriculteurs en la matière, et notamment en matière d'environnement. Depuis plus de 20 et quelques années que je travaille au niveau européen et à la PAC, on me parle depuis 20 ans de simplification de la PAC. Et puis à chaque fois qu'on m'a parlé de simplification de la PAC, dans la négociation, il y avait différents ministres, il y avait différentes personnes qui venaient en faisant « oui, mais j'ai des spécificités. Donc donnez-moi de la subsidiarité, donnez-moi de la flexibilité. » Est-ce qu'une PAC réellement simple, ce n'est pas une PAC qui se concentre et qui dit au niveau européen ce qu'elle attend de l'utilisateur final, de celui sur qui on compte à la fin, qui est l'agriculteur? Et peut-être une PAC avec moins de subsidiarité, justement, pour être plus claire, plus efficace. Une PAC unique, une PAC avec moins je pense, moins de flexibilité, peut-être, en tout cas dans son premier pilier, et en tout cas, une PAC qui dise, voilà, l'objectif, il est là. Je vous demande, vous, agriculteurs, d'être au rendez-vous. Mais entre les deux, je vous fais confiance en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est vous qui savez le mieux comment vous gérez votre exploitation agricole. Or, aujourd'hui, on a pris un chemin inverse depuis de quelques années, et notamment lors de la réforme de 2013. Et pour le coup, je travaille avec le commissaire Cioloș, donc je porte ma responsabilité, je l'assume, en la matière, où on a eu tendance à dicter aux agriculteurs ce qu'ils devaient faire dans sa ferme. Changeons le paradigme et peut-être justement lui dire, voilà ce qu'on attend de vous, maintenant, à vous de jouer.
Et à vous de jouer en utilisant les techniques que vous le voulez, et notamment en utilisant des techniques modernes, en utilisant l'innovation. Et là, j'arrive, il me semble, à notre point majeur, c'est que si demain, on veut réellement lier plus de compétitivité, augmenter les revenus de la filière et dans les fermes, et répondre aux problèmes de durabilité d'environnement, l'équation, elle n'est pas multiple. Et la solution, elle est assez directe. Et c'est pour ça que vous travaillez aujourd'hui dessus pendant ces 2 jours. C'est effectivement l'agriculture, alors on l'appelle l'agriculture de précision, le smart farming, l'agriculture digitalisée, mais elle est bien là. Et je ne vois pas comment on pourrait faire autrement, si on veut être sérieux, si on veut dire on va réellement faire un bond de compétitivité, on va tourner le dos à cette plus que décennie où on a ripé en arrière au fur et à mesure. Si on veut faire ce bond, il nous faut, il me semble, que la PAC et que les décideurs politiques européens acceptent de revenir à la définition première de cette politique, une politique d'investissement. Et derrière, il me semble que ça veut dire urgemment de mettre l'investissement, l'innovation et le smart farming de fait, pour dire les choses directement, comme la priorité de la PAC, de la politique européenne agricole du futur. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire être capable, vous, acteurs économiques, avec les institutions, de chiffrer ce que ça représente un plan d'investissement pour ne pas passer à l'agriculture de précision dans 20 ans. Moi, j'ai en tête où ils en sont au Brésil, aux États-Unis, par exemple. Dans 20 ans, on sera tellement loin derrière que ce sera une course où on perdra haleine. L'objectif, c'est bien de passer dans les 10 années qui viennent à un pourcentage élevé de la production européenne qui soit sous agriculture de précision. Et pour ça, eh bien, il faut des aides. Oui, il faut des aides, pas uniquement financières. Certes, il faut un appui pour que ça aille plus vite, qu'on ait un plan choc d'investissement. À un moment, on a utilisé l'image d'un plan Marshall du smart farming pour l'Europe. Alors, il y a des aides publiques et il faut les concentrer sur cela. Mais il faut aussi qu'il y ait l'encouragement réglementaire. On est capable aujourd'hui de mesurer ce qu'apporte le smart farming dans une ferme en termes d'environnement. On sait, et par type d'exploitation, par type de mode d'exploitation agricole, on peut déterminer qu'effectivement, en moyenne, ça va amener un bénéfice environnemental de X% sur tel et tel point. On sait aussi que 100% des agriculteurs ne seront pas sous le smart farming dans les prochaines années. Donc, ce n'est pas la peine de rêver à monter des modèles administratifs où on dirait « vous n'en faites pas, tout le monde va être en smart farming, on est capable de mesurer exactement ce que chacun fait », ça ne marchera pas. Mais par contre, est-ce qu'on ne peut pas utiliser une voie qui est très simple, c'est de reconnaître la valeur des de différents modes d'exploitation agricole. Aujourd'hui, c'est dans la PAC. Si vous êtes agriculteur biologique, et on ne l'a pas mesuré, mais c'est parce que vous êtes agriculteur biologique, on vous reconnaît des vertus, et donc vous êtes automatiquement, vous respectez automatiquement les exigences qui sont dans la PAC en matière d'environnement. Donc le greening, les exigences du greening. Est-ce que là, on ne pourrait pas dire, avec des chiffres à l'appui pour le démontrer et le montrer aux consommateurs, oui, si tel agriculteur dans tel secteur passe en agriculture de précision, en smart farming, eh bien, on l'encourage en le reconnaissant comme vertueux d'un point de vue durabilité. Il me semble que c'est quelque chose de pragmatique qui peut se faire rapidement et qui viendra en supplément.
Et si, pour ne pas prendre plus de temps, si je résumais un peu les idées qu'on peut avoir et qu'on a discuté avec l'ensemble des décideurs il y a 10 jours en la matière, en 3 points. Premier point, un plan d'investissement européen en matière de smart farming et mettre les moyens, en faire une priorité. Le deuxième point, une reconnaissance réglementaire de la vertu de ces types de production, de ces modes de production innovants dans la PAC. Ceux qui y sont, il faut les reconnaître. Ils œuvrent en matière de durabilité, il faut les reconnaître, il faut les laisser libres de vivre leur vie ensuite, sans mettre 15 contraintes réglementaires complémentaires. Et puis le troisième point, c'est faire en sorte que le reste du cadre de la politique européenne vienne contribuer à cela. C'est de consolider économiquement les exploitations agricoles. Et consolider les exploitations agricoles, c'est leur permettre d'investir en faisant qu'en temps normal, elles sont effectivement rentables. Les aides directes que vous percevez aujourd'hui, qu'il y a dans l'Union européenne, elles sont légitimes, elles sont utiles et elles sont nécessaires. Et avec cela, il faut effectivement prévoir quand tout va mal, enfin quand les marchés commencent à être volatiles, les prix à tomber, et on sait que les marchés sont de plus en plus volatiles, des outils qui permettent aux agriculteurs de faire face. Mais là, on vient de sortir d'une négociation au niveau européen dit omnibus financier, qui va déboucher sur des outils qui peuvent être mis en place dès 2018 dans les États membres, au choix des États membres, au choix des agriculteurs. C'est un élément tout nouveau, c'est une vraie avancée. On vient de vivre, sans le dire, quand même, une adaptation, moi je dirais une adaptation à mi-parcours du volet économique de la PAC. C'est important, mais il faut l'utiliser maintenant. Il y a des nouveaux outils, il faut les utiliser pour lutter contre la volatilité, sinon on viendra vous dire en 2020 ou à la prochaine réforme de la PAC, mais vous nous dites que la volatilité c'est important, c'est un problème, mais vous n'avez pas pris les outils qui existent. Donc où est le problème? J'ai été très long, je sais, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Ευχαριστούμε πολύ. Επειδή προφανώς δεν κατάλαβαν όλοι αυτά που έλεγε ο κύριος Μπάντερ, πολύ γρήγορα θα τα συνοψίσω και αν ξεχνάω κάτι να μου το προσθέσετε. Ήταν ενδιαφέροντα αυτά που είπε. Λίγο σε 5 γραμμές θα πω για το κόνσεπτ αυτό που υπάρχει, το παράγω περισσότερα με λιγότερα. Ουσιαστικά εδώ πέρα επικεντρώθηκε στο πώς θα μπορέσει κάποιος να παράξει το περισσότερα με λιγότερα, έχοντας και μια προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Αναφέρθηκε πολύ στις επιπτώσεις του Brexit και ουσιαστικά στη χρηματοδότηση που θα πρέπει τα υπόλοιπα μέλη να καλύψουν την τρύπα αυτή των 3 δις, την οποία χρηματοδοτούσε η Βρετανία και τις προκλήσεις αυτού. Άρα, ουσιαστικά θα πρέπει να βρεθεί μια χρηματοδότηση για τα 3 δις αυτά εξτρά σε μια Ευρώπη, μέσω της ΚΑΠ προφανώς, σε μια Ευρώπη όμως που έχει ανάγκες χρηματοδοτήσεων και για την άμυνα και για το θέμα το μεταναστευτικό, το πρόσφατο με το άνοιγμα των συνόρων. Σε μια Ευρώπη επίσης που είναι σταθερή η κατανάλωσή της, ίσως να πέφτει κιόλας, αλλά από την άλλη μεριά σε ένα κόσμο που η παγκόσμια ζήτηση αυξάνεται. Άρα θα πρέπει λίγο να συγκεράσουμε αυτά τα δύο. Θα πρέπει να γίνει και λίγο πιο εξωστρεφής η Ευρώπη στο κομμάτι αυτό. Άρα η καινούργια ΚΑΠ θα πρέπει να είναι μια ΚΑΠ η οποία είναι προσανατολισμένη προς όφελος των κρατών ή προς όφελος των αγροτών. Εγώ από αυτά που είπατε κατάλαβα ότι πρέπει να πάμε από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή να είναι προς όφελος των κρατών, αλλά μέσω των αγροτών, μέσω του πρωτογενούς τομέα. Εκεί να υπάρχει μία εξειδίκευση, η οποία είπατε ότι πρέπει να ξεκινήσει και από το σχολείο ενδεχομένως, δηλαδή μία αλλαγή κουλτούρας, εγώ κατάλαβα από αυτά που είπατε, μία εξειδίκευση, επένδυση πολύ στην καινοτομία, σε καινούργιες πρακτικές, μοντέρνες πρακτικές, και θέσατε κάποια ερωτήματα επί τούτου.